Dobrý deň, dámy a páni, srdečne vás vítam na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Mojím hosťom dnes je Jean-Marc Ayrault, minister zahraničných vecí Francúzska, môj drahý kolega a priateľ. Samotný fakt, že prišiel na návštevu Slovenska necelý mesiac pred prezidentskými voľbami, prvým kolom prezidentských volieb a 2 mesiace pred parlamentnými voľbami, je potvrdením nadštandardnej, vysokokvalitnej úrovne našich bilaterálnych vzťahov. A ja si to veľmi vážim. Našim bilaterálnym vzťahom sme venovali možno minimum pozornosti v rámci našich rokovaní, práve preto, že sa tešíme z ich vynikajúcej kvality. Máme intenzívny politický dialog, máme veľmi dobrú ekonomickú spoluprácu, podporujeme sa na pôde medzinárodných organizácií, spoločne hovoríme o pripomenutí si výročí roku 2018, nemáme žiadne otvorené problémy. O to viac času sme mohli venovať európskym témam, ktoré sú pochopiteľne vitálne aj pre Francúzsko, aj pre Slovensko. Hovorili sme o tom, kde sa európsky projekt dnes nachádza, aké sú naše očakávania od samitu v Ríme. Hovorili sme o tom, akým spôsobom treba pristúpiť k rokovaní o Brexite. Zdôraznili sme spoločný záujem na silnej Európskej únii, ktorá bude spĺňať očakávania a potreby našich občanov a o tom, že treba v tomto duchu jednoznačne pracovať práve tu a teraz, pretože nemôžeme čakať na druhú príležitosť, ktorá môže aj neprísť. Hovorili sme počas obeda o medzinárodných otázkach, o potrebe silného transatlantického partnerstva, ktoré môže ale fungovať iba vtedy, keď Európska únia bude silná a jednotná. A pomerne podrobne sme hovorili o situácii na Ukrajine. Samozrejme, Francúzsko je jeden z členov normandskej skupiny, ktorá hrá kľúčovú úlohu pri nastolení mieru a obnovení teritoriálnej integrity Ukrajiny. My podporujeme normandský formát a rokovania v tomto formáte. Nevidíme alternatívu k tomuto modelu rokovaní. Hovorili sme o vzťahoch s Ruskom, hovorili sme o situácii v Sýrii, v Líbii, na Blízkom východe. Hovorili sme trochu o situácii na Balkáne. Tých tém je naozaj veľa. Pýtal som sa môjho kolegu na situáciu pred voľbami vo Francúzsku, na to, čo môžeme očakávať, a ja som jemu zase bližšie hovoril o tom, aká je dynamika v rámci Vyšehradskej štvorky. Našu návštevu sme začali spoločným stretnutím so študentami, poslucháčmi Univerzity Komenského, kde sme obidvaja vystúpili s našim príspevkom na tému prečo potrebujeme Európu, a vlastne po tejto tlačovej konferencii sa ešte spoločne stretneme s francúzskymi podnikateľmi, zástupcami firiem, ktoré sú na Slovensku prítomné. Ja poviem len to, že sme radi, že ich tu majú a ich úspech je našim úspechom a ich prítomnosť je súčasťou slovenského ekonomického úspechu. Takže naozaj z môjho pohľadu návšteva veľmi užitočná, naše rozhovory maximálne úprimné, otvorené, priateľské, a vnímam to ako naozaj ďalšie potvrdenie výnimočnej kvality našich vzťahov. Ďakujem pekne. Ministre Orno, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire le plaisir d'être à nouveau à Bratislava. La dernière fois, c'était en septembre, à l'invitation de Miroslav Lajčák, et à nouveau à son invitation aujourd'hui, mais là, dans une rencontre bilatérale, dans un moment extrêmement important pour l'avenir de nos deux pays et l'avenir de l'Union européenne et du monde. Ça a été pour moi l'occasion de rappeler combien la présidence slovaque de l'Union européenne avait été réussie. Et je salue cette présidence. Elle a été très, très utile dans cette période de l'histoire de l'Union européenne, et ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer souvent Miroslav Lajčák, que j'avais invité à la conférence des ambassadeurs, et puis on a eu souvent l'occasion de travailler ensemble, et je tenais à saluer sa compétence, son esprit de solidarité européen, et puis aussi son sens de l'hospitalité. Et donc, je souhaite que nous puissions approfondir nos échanges. Sur le plan bilatéral, ils sont excellents. Miroslav vient de le rappeler, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan historique. Et j'ai la conviction, comme je l'ai dit ce matin à l'université Comenius, que nos deux pays peuvent faire davantage encore et ensemble au service de l'Europe. D'où l'importance de la préparation
de la rencontre de Rome à l'occasion du 60e anniversaire du traité. Et il faut bien soigneusement préparer cette rencontre. Le Conseil européen d'hier et d'aujourd'hui est une contribution, c'est sûr, mais je souhaitais, à cette occasion de ma visite, approfondir encore cette préparation en discutant avec Miroslav Lajčák et en écoutant aussi son appréciation, notamment par l'appartenance active de la Slovaquie au groupe de Visegrad, et une présence active et constructive. Et donc, je tenais aussi à adresser un message. Du point de vue de la France, il est très important de veiller à l'unité européenne. Et même si dans nos conceptions, on peut admettre ce qu'on appelle des coopérations renforcées, une Europe différenciée, ça ne doit pas non plus être interprété comme une différence hiérarchique entre pays européens. C'est simplement le respect du rythme auquel les Européens veulent avancer. Mais en même temps, moi je suis très attaché à l'unité de l'Union européenne, et notamment d'être très attentif à sa diversité, et de veiller à ce qu'aucun risque ne soit pris qui reconstituerait des séparations, notamment entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Ça, c'est le passé. Nous appartenons à la même Union, et donc nous devons être particulièrement vigilants pour qu'elle continue de vivre avec cet esprit européen qui est au service de la prospérité de nos peuples et qui permet aussi à l'Union européenne de peser sur les questions du monde aujourd'hui dans lequel nous vivons, qui est un monde incertain. Et donc nous veuillons veiller à la protection de nos intérêts, mais aussi de défendre nos valeurs et de défendre aussi notre conception du monde, qui est une conception multilatérale et solidaire, et non pas laisser remonter les nationalismes, les rapports de force, le chacun pour soi. Nous avons bien sûr abordé le Brexit, qui est une décision du peuple britannique, mais qu'il faut gérer, là aussi, rationnellement, sereinement, mais clairement. Dans quelques semaines, au plus tard, le Royaume-Uni activera l'article 50, qui marquera le début des négociations avec nos amis britanniques. Et la France et la Slovaquie souhaitent que l'Union européenne ne sorte pas affaiblie de cette situation, mais au contraire renforcée, ce qui veut dire que nous devons veiller en permanence à notre unité et à notre cohésion. Nous avons abordé, bien sûr, les crises dans les voisinages de l'Union européenne, en particulier la crise en Ukraine, et nous avons pu constater une vraie convergence de vues. Nous avons parlé des Balkans occidentaux, avec lesquels nous devons garder ce lien et leur donner un espoir, c'est très important, mais en même temps en étant très vigilants à leur égard pour qu'ils mettent en œuvre les nécessaires réformes qu'ils se sont engagés à conduire. La situation internationale a été évoquée à l'occasion de notre déjeuner, la Syrie, le processus de paix au Proche-Orient, où nous partageons avec la Slovaquie le même attachement à la solution à deux États, Israël et Palestine vivant en paix et en sécurité côte à côte. Et puis, bien sûr, en ce qui concerne les relations bilatérales, tout à l'heure, nous allons rencontrer des représentants du monde économique français présents ici. Je rappelle que plus de 400 entreprises sont présentes, avec un tissu dense, en particulier dans le secteur automobile. Le commerce bilatéral progresse, et nous sommes redevenus le 6e partenaire commercial de la Slovaquie. Les échanges économiques s'appuient aussi sur la qualité des échanges humains entre la France et la Slovaquie, que nous voulons renforcer. Je pense notamment en matière éducative avec l'école française internationale de Bratislava, avec un projet de création d'un lycée français à la rentrée 2017, qui pourra délivrer à terme à la fois le baccalauréat français et la maturita slovaque. Donc voilà ce que je vais faire tout à l'heure. J'achèverai ma visite ici en visitant cet établissement scolaire. Et puis l'année prochaine, c'est le centenaire de la création de la Tchécoslovaquie. Ce sera un temps fort de l'amitié franco-slovaque qui sera à nouveau mis au service du renforcement de nos relations. Encore une fois, je rappelle que la Slovaquie a choisi l'Union européenne, la Slovaquie a choisi d'être dans la zone euro, la Slovaquie a choisi d'être dans Schengen. Donc voilà,
une Europe différenciée, une coopération renforcée, mais ce qui n'empêche pas la Slovaquie de jouer son rôle aussi dans cette région de l'Est de l'Europe, dans le groupe de Visegrad, comme je vous le disais il y a quelques instants, un rôle utile, constructif, qui nous permet de garder le lien, le dialogue, même quand parfois nous avons des divergences, c'est la vie politique, l'intérêt de chacun de nos pays, mais nous partageons en même temps l'idéal européen et la volonté de, non pas affaiblir, mais de renforcer l'Europe et d'ici Rome, de tout faire pour que Rome soit un rendez-vous réussi. Merci beaucoup, ďakujem pekne. Priestor pre vaše otázky. Nech sa páči, Teatri, prosím. Dobrý deň, prajem Peter Nitranov z televízie a Teatri. Prvá otázka pre misie ERO. Pán minister, kedy vidíte reálnu možnosť nastolenia prímeria alebo aj definitívneho mieru na Ukrajine? Nebolo by v tejto súvislosti vhodné začať uvažovať o zrušení alebo zmiernení sankcií voči Rusku, ktoré by následne vedelo potom potlačiť na mier na Ukrajine? Ďakujem pekne. A pán minister, ako si vy predstavujete budúcu spoluprácu s rezortom zahraničných vecí francúzskym po prípadnom víťazstve Marine Le Penovej, ktorá sa netají tým, že by chcela najradšej opustiť Európsku úniu a vlastne aj budúcnosť Európskej únie v kontexte volieb vo Francúzsku. Ďakujem pekne. Bon, les sanctions à l'égard de la Russie concernant la situation en Ukraine ne sont pas une punition qui aurait pour but de pénaliser la Russie parce que c'est la Russie. Ça n'a pas de sens. Il faut juste rappeler en quelques mots les raisons. Lorsque, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, un pays, malgré tous les accords qu'il a signés, je pense aux accords d'Helsinki, porte atteinte à l'intégrité territoriale d'un pays voisin et laisse s'engager un conflit militaire par des minorités séparatistes, c'est une situation particulièrement grave que nous, Européens, attachés à l'état de droit, attachés à l'intangibilité des frontières depuis la Seconde Guerre mondiale et leur respect, opposés à toute agression par la force et à toute annexion par la force, nous avons été conduits à prendre des sanctions pour marquer notre désaccord et marquer un point d'arrêt à ce qui s'est passé. Et je le rappelle parce que c'est malheureusement parfois oublié, c'était une guerre qui a fait plus de 10 000 morts. Donc il y a eu des victimes. Et nous sommes tellement attachés à la paix après tant de tragédies, celles du XXe siècle, que nous devons rester d'une vigilance extrême sur ces questions. Et donc de ne pas fermer les yeux ou détourner le regard lorsqu'une situation de ce type se produit. Après, il y a eu un effort considérable qui a été entrepris, notamment par la France et par l'Allemagne, soutenu par les Européens et la communauté internationale, pour chercher par la négociation un accord pour sortir de cette crise. Et ce sont les accords de Minsk qui prévoient des étapes, cessez-le-feu et restitution des armes lourdes, échange de prisonniers, sécurité après pour les allées des uns et des autres, notamment dans le Donbass, et puis accès de l'aide humanitaire, fonctionnement normal des services publics, des activités économiques. Et puis une négociation qui permettrait d'organiser une décentralisation avec un statut spécial pour le Donbass et des élections. C'est les accords de Minsk. Donc, dans le cadre de ce qu'on appelle le format Normandie, c'est-à-dire le rôle de médiation que l'Allemagne et la France jouent, nous ne ménageons aucun effort pour, à chaque étape, renforcer le dialogue. C'est difficile. C'est difficile. À Munich, avec Sigmar Gabriel, qui est le nouveau ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, nous avons tenu une réunion ministérielle avec Sergei Lavrov, avec Pavlo Klimkin, pour essayer d'obtenir un nouveau cessez-le-feu, de repartir sur un dialogue, échange de prisonniers, restitution des armes lourdes. Il y a des avancées et il y a des reculs. Et on est loin encore
du respect des accords de Minsk. Donc, il faut persévérer, nous ne voulons pas renoncer. Mais nous ne voulons pas abandonner, parce que la tentation existe pour certains de dire « Oh, écoutez, ça dure depuis si longtemps, il y a des sanctions, on laisse tomber les sanctions. » Oui, mais si on laisse tomber les sanctions, ça veut dire qu'on oublie, qu'on abandonne un peuple, qu'on abandonne des principes, qu'on abandonne le droit. Donc, nous allons continuer. Hier matin, je recevais à Paris Pavlo Klimkin, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, qui avait reçu quelques jours avant Zygmunt Gabriel. Et donc, nous poursuivons nos efforts. Nous allons reparler avec les Russes, encore, ces prochains jours. Et si je recevais Pavlo Klimkin, c'était à l'occasion du 25e anniversaire de la relance des relations diplomatiques entre la France et l'Ukraine, qui avait conquis son indépendance. Ce que nous nous sommes dit avec mon ami le ministre des Affaires étrangères de la République slovaque, Miroslav Lajčák, c'est que nous avons un devoir aussi c'est notre responsabilité aujourd'hui, c'est de contribuer à faire l'histoire, mais pour faire l'histoire d'aujourd'hui et de demain, nous ne voulons pas et nous n'avons pas le droit d'oublier l'histoire des générations passées et des épreuves que nous avons rencontrées. Et je suis ici en Slovaquie, un pays qui a obtenu son indépendance après la Première Guerre mondiale, qui a connu une longue période de dictature après la Seconde Guerre mondiale et qui a conquis sa liberté et la démocratie en 1989, qui aujourd'hui est membre de l'Union européenne à part entière et pas un acteur secondaire, mais un acteur engagé. Et c'est ça l'histoire. Donc, comme je l'ai dit à l'université, l'histoire nous éclaire pour l'avenir et ne doit jamais nous conduire à baisser les bras et à abandonner nos principes. Et en même temps, comme nous sommes tous les deux des diplomates, faire preuve de patience, de détermination pour convaincre et ne jamais renoncer. Et donc, pour les accords de Minsk, il n'est pas question de renoncer. Et je remercie la Slovaquie de son soutien à l'action de médiation de la France et de l'Allemagne. Pokiaľ ide o vašu otázku na mňa, ja mám ten luxus, že si môžem dovoliť na ňu neodpovedať, pretože je hypotetická a verím, že v hypotetickej rovine zostane aj po voľbách vo Francúzsku. Krátko a stručne, ďakujem pekne. Agence France Presse, nech sa páči. Oui, Valérie Leroux de l'agence France Presse. Une question pour Monsieur Ayrault, mais qui peut s'adresser aussi à Monsieur Lajčák. Vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité pour la nouvelle administration américaine et Monsieur Trump d'apporter des gestes et des actes concrets. Monsieur Tillerson et le vice-président américain ne vous ont donc visiblement pas complètement rassurés lorsqu'ils sont venus à Bruxelles, Bonn et Munich. Quels actes concrets attendez-vous de la part de Washington? Bon, on peut admettre qu'une nouvelle administration a besoin d'un peu de temps pour se mettre au clair sur toute une série de dossiers et de questions. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Les mois passent et le monde n'attend pas. Mais au-delà de ça, il y a eu un premier geste. C'est le vice-président Pence qui s'est adressé à la conférence de Munich en rassurant sur l'engagement des Américains dans l'OTAN, même s'il y a encore des précisions à obtenir. Par contre, il n'a pas mentionné dans son intervention le rôle de l'Union européenne. Je n'ai pas de raison de croire que les États-Unis veulent l'échec de l'Union européenne, mais il faut que les États-Unis considèrent qu'une Union européenne forte, puissante, sur le plan économique, sur le plan de sa sécurité, de sa défense, sur le plan de sa politique et de son influence internationale, ce n'est pas un affaiblissement des États-Unis, c'est au contraire une sécurité supplémentaire pour les États-Unis. Donc cette question doit être partagée. C'est ce que j'ai dit à mon homologue Rex Tillerson lorsque je l'ai rencontré à Bonn à l'occasion du G20. Après, je pense que nous avons besoin d'être rassurés sur des questions essentielles sur la conception du monde aujourd'hui. Le monde change profondément, de nouvelles menaces, de nouveaux risques, le terrorisme, mais pas seulement, de grands défis comme le réchauffement climatique, la question du développement des pays pauvres, et nécessite donc, pour régler les problèmes du monde, notamment sur le plan économique, sur le plan financier, non pas moins de régulation, mais de plus de régulation. Et enseigner pour ça par
la crise de 2008 qui a laissé bien des dégâts et qui a conduit l'Union européenne à renforcer sa coordination politique, économique, financière, en solidifiant notamment notre système bancaire et d'assurance, en mettant en place l'union bancaire. Nous avons apporté des réponses. Et à l'échelle mondiale, le G20 aussi a progressé pour lutter contre les paradis fiscaux, la fraude fiscale, etc. Bon. Et mettre en place des règles du commerce extérieur et international qui soient réciproques et équitables. Et là, nous sommes à un moment où, si je m'en tiens aux déclarations du président américain, non seulement dans sa campagne, mais depuis, où c'est ce qui serait un nouveau type de relation internationale qui s'éloignerait peu à peu d'une conception multilatéraliste vers une conception uniquement bilatérale basée sur des rapports de force et qui me semble être un danger pour l'histoire de l'humanité qui vient. Et au contraire, nous avons besoin, entre les nouveaux grands ensembles économiques et politiques qui se construisent, je pense bien sûr à l'Asie, la Chine, mais aussi l'Inde qui va bientôt dépasser en nombre d'habitants la Chine, et les grands défis comme celui de la transition énergétique qui nécessitent une organisation du monde, et une organisation collective basée sur des valeurs et qui sont celles de la Déclaration universelle des droits de l'homme et sur lesquelles se construit l'ordre international d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ces questions, bien sûr, il faut continuer à apporter des réponses en n'oubliant ni nos valeurs ni nos principes, mais tout en adaptant nos réponses, parce que le monde a changé. Le monde il faut répondre avec des solutions d'aujourd'hui, mais sans abandonner l'essentiel. Et donc, ces questions sont devant nous. Elles ne se posent pas qu'aux États-Unis. Elles se posent aussi à la Russie. J'ai évoqué à la conférence de l'université tout à l'heure le discours de notre homologue Sergueï Lavrov qui parlait de nouvel ordre international post-occidental. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire que le débat est ouvert. Les questions sont devant nous. Et si on veut apporter des réponses aux peuples, à nos peuples, pour éviter, si on n'y apporte pas de réponse, et nous sommes bien placés pour le savoir en Europe, que face au vide, ça soit les partis extrémistes, les partis nationalistes, qui fassent entendre davantage leur voix pour apporter des fausses réponses. Nous en sommes là, c'est notre responsabilité collective. Et donc quand on se voit avec Miroslav Lajčák, nous abordons des questions très pragmatiques, très concrètes, c'est ce que nous avons fait. Nous essayons aussi de partager une vision du monde et c'était très intéressant et très utile que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui à Bratislava. Ja by som dodal možno 2 body k tomu, čo povedal Jean-Marc a s čím ja súhlasím absolútne. Ten prvý je, že na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii americká delegácia, viceprezident Pence a ministri vnútra a obrany si dali veľmi záležať na tom, aby ubezpečili európskych partnerov a spojencov o tom, že prikladajú rovnako veľký význam nášmu partnerstvu, ako to bolo celý čas od skončenia druhej svetovej vojny. A my nemáme žiaden dôvod tieto ich vyhlásenia spochybňovať. A zároveň chcem povedať, že by bolo hrubou chybou Európskej únie, keby sme teraz sedeli a čakali, kým nám niekto z Washingtonu príde nadiktovať, aká má byť naša politika k tej alebo onej téme. Žijeme už dneska v multipolárnom svete. Európska únia má ambíciu aj potenciál byť jedným z pólov tohto sveta a je treba, aby sme sa takto správali. To znamená, aby sme boli schopní sformulovať naše záujmy, naše priority, aby sme boli schopní ich obhájiť, aby sme boli schopní ich presadiť. A myslím si, že aj v tomto prípade aj to hodnota tohto transatlantického partnerstva bude o to vyššia. Ďakujem pekne. Mirek Toda, nech sa páči, denník N. Dobrý deň, pán minister. Ja sa chcem opýtať... Ktorý teraz minister? Francúzského ministra sa chcem opýtať, že aj po amerických voľbách sa aj v súvislosti s francúzskými, holandskými a viacerými európskymi voľbami hovorí o tom, že ruská hybridná vojna sa týka aj týchto volieb. Napríklad o Macronovi ruské informačné stránky na webe píšu veľa nezmyslov a fám. Ako je to vážne? Čo proti tomu robiť? A hneď sa chcem opýtať aj druhú otázku. V súvislosti s viacrýchlostnou Európou, ako by podľa vás mohla fungovať? A či by malo v tom vašom klube, v tej veľkej štvorke, ktorá sa prihlásila k viacrýchlostnej Európe, či by mali dvere otvorené do tohto klubu aj Slovensko? Ďakujem veľmi pekne. D'abord, je vous réponds tout de suite que la Slovaquie fait partie de l'Europe différenciée déjà.
c'est pas une chose si compliquée que ça. On a l'impression que l'Europe différenciée et l'Europe des coopérations renforcées entre plusieurs pays qui le souhaitent serait une invention historique extraordinaire et géniale. En fait, ça existe déjà. Et la Slovaquie en fait partie comme la France. La zone euro, c'est une Europe différenciée. Tout le monde n'est pas dans la zone euro. Il y a 19 pays. Et Schengen, c'est pas toute l'Europe non plus. C'est pas toute l'Union européenne non plus. Donc, ces pays qui veulent avancer plus vite, alors ça peut être sur des politiques de cette nature, donc avec un cadre ambitieux, mais ça peut être aussi sur des politiques précises. Là, par exemple, à l'ordre du jour du Conseil européen, il y avait un certain nombre de pays qui étaient d'accord pour mettre en place un procureur, pour des poursuites sur un certain nombre de délits ou de crimes. Bon, c'est pas toute l'Europe, mais ça ne posait pas de problème. Donc c'est une façon pragmatique d'avancer, et je crois que c'est utile d'avancer de cette façon parce que ça évite des blocages, alors que quand on sait que ça peut marcher et que certains pays sont d'accord pour le faire, faisons-le, parce que ça peut profiter à toute l'Europe. Par contre, ce à quoi il faut veiller, c'est que cette Europe différenciée ou ce rythme d'avancer différemment préserve bien l'unité des 28 aujourd'hui, mais des 27 demain. C'est pourquoi je suis très attaché au dialogue et à l'échange constant entre nous. Et c'est pourquoi nous avons parlé très librement du rôle que nous jouons les uns et les autres. L'Europe est grande. Et nous avons, par exemple, les Français, un lien particulier avec l'Allemagne, qui est d'ailleurs prévu par un traité, le traité franco-allemand, ce qui fait que nous avons des conseils des ministres communs réguliers et que nous échangeons en permanence, peut-être plus étroitement, des informations. Mais ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres. Mais c'est une histoire qui marque, comme le groupe de Visegrad est lié à la fois à la géographie et à l'histoire. Et bon, certains critiquent, on dit « Ah, le groupe de Visegrad ». Moi, je ne critique pas. Je dis le groupe de Visegrad. Il existe et il est utile. Il est utile et dans ce groupe, la Slovaquie joue un rôle essentiel. Donc nous sommes dit tout ça. Donc on a besoin de parler. Alors après, quand il y a des vraies divergences, il faut les exposer, les débattre, en débattre. Il peut y en avoir sur des décisions difficiles, décisions complexes. Mais gardons l'unité, gardons la cohésion, et je dirais, en quelque sorte, c'est un état d'esprit. Si on est européen, on doit avoir un état d'esprit de respect de la diversité, un état d'esprit du dialogue constant, permanent. Donc venir même passer une journée, c'est beaucoup et c'est utile. C'est le temps de gagner. Donc ça vaut pour la Slovaquie, mais si je suis allé en Pologne, je suis prêt à y retourner, vous voyez. Sinon, pour le reste, il faut prendre en compte les risques qui existent et qui ont été parfaitement évalués par le sommet de l'OTAN en juillet dernier à Varsovie, qui concerne les cybermenaces. C'est pas une invention de l'esprit. La révolution technologique du digital, du numérique, présente énormément de potentialités, d'avantages, de perspectives, de chances. Mais en même temps, tout le monde le sait, vous-même, vous le savez très bien, il y a toujours des risques de piratage, de pillage, et donc à chaque étape de l'histoire, où l'humanité a inventé de nouvelles technologies, il y a à la fois du progrès, puis il y a à la fois des menaces. Donc il faut les traiter. Pas de façon, je dirais, en étant, envahi par la menace de complot. Non, simplement regarder en face les choses. Donc, s'agissant des élections à venir en France, en Europe, il y a eu une concertation d'ailleurs pour les pays qui vont avoir des élections, je pense à l'Allemagne et à la France. Mais nous, Français, nous avons une agence, l'Agence nationale pour la sécurité de l'information, des services d'information, qui est placée sous l'autorité du Premier ministre. Moi-même, quand j'étais Premier ministre, on avait renforcé les moyens pour effectivement nous protéger des différentes attaques qui peuvent venir soit d'États étrangers, soit d'organisations avec des multiples intentions financières, économiques, criminelles, etc. Donc c'est l'intérêt des démocraties de se protéger. Après, il y a un autre point, et je terminerai par ça. C'est autre chose et qui n'a rien à voir avec la protection cyber, c'est les tentations que pourraient avoir certains pays de s'ingérer dans la vie démocratique des autres États.
Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. D'où qu'ils viennent, les ingérences sont malvenues. Donc, jamais un pays étranger ne dictera au peuple français, pour prendre que notre exemple, ce qu'il doit faire aux élections. Nous déterminerons en toute indépendance et librement.